Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Mes camarades de la première heure, bonsoir Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste Valeurs Actuelles, bonsoir Joseph Massescaron. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à vous Mohamed Sifaoui. Bonsoir. Vous êtes journaliste, politologue, auteur de l'ouvrage Hezbollah de Beyrouth à Paris. La milice prépare son retour. Comment est-ce que vous qui... depuis 30 ans, étudier l'entrisme, l'islamisme, les différents courants. Et là, ce livre sur le Hezbollah aux éditions du Rocher, dont vous avez parlé à Pascal de la Tour du Pin il y a une quinzaine de jours sur Europe 1. Comment est-ce que vous vivez cet épisode à la fois très étrange et à la fois assez banal de cet homme dont on sait encore peu de choses, jeune de 20 ans, français d'origine bosniaque, qui entre et qui assassine sauvagement un fidèle musulman, et la récupération immédiate par LFI en disant c'est de l'islamophobie? Bon, d'abord, il y a une réalité qu'on voit depuis quelques années. C'est une logique de guerre de tous contre tous qu'on voit chez cette génération en particulier, qui est très présente sur les réseaux sociaux, une haine démesurée, ce qui illustre quelque chose de très grave, une société fragmentée. Le caractère raciste, contrairement à ce que dit l'avocat italien, est matérialisé par le lieu, c'est-à-dire ce que dit la loi. Il y a évidemment le meurtre, donc la mise à mort, l'homicide, et la circonstance aggravante. La circonstance aggravante, c'est lorsque on tue quelqu'un en raison de son genre, un homme ou une femme, en raison de son orientation sexuelle, un crime homophobe, en raison de son appartenance réelle ou supposée à une ethnie, une origine quelconque, ou en raison de ses convictions réelles ou supposées religieuses. Et dans le cas d'espèce, l'assassin est rentré dans une mosquée pour tuer. Bon, le crime se suffit à lui-même. Donc aujourd'hui, il y a un crime à caractère raciste. C'est pas un crime terroriste, c'est un crime à caractère raciste. Qui est apparemment, on verra ce que va raconter l'enquête, un fait personnel. Je veux dire, il n'y a pas une appartenance à un groupement, à un groupe terroriste, ni à une quelconque. Donc on n'est ni dans le frérisme, ni dans un courant, ni dans le. Enfin là, dans le cas d'espèce. Oui. Ce qu'on sait de l'enquête, encore une fois, c'est que s'il y a un individu qui est rentré dans une mosquée pour tuer le premier musulman qui se trouvait devant lui. Quand je parlais de l'épisode entier, là c'est le début du feuilleton, j'allais dire. Quand je parle de l'épisode entier, c'est aussi la récupération par LFI. Immédiatement, comment est-ce que vous l'analysez, vous, Mohamed Sifaoui ? C'est la première partie de l'affaire. La deuxième partie de l'affaire, c'est effectivement la récupération politique, parce que les responsables politiques récupèrent tout ce qui leur tombe. Ils sont devenus malheureusement Parce que moi j'ai vu Monsieur Mélenchon en larmes, je l'ai vu aussi, avec une dame qui dit Monsieur Mélenchon, faites quelque chose pour nous. Je l'ai pas vu, il me semble, et je parle sous le contrôle de Victor Hérault et de Joseph Massescaron, en larmes quand on a assassiné le père Hamel, par exemple. C'est le choix des larmes. Encore une fois, ce type de responsables politiques sont devenus, en l'occurrence les populistes, sont devenus des gestionnaires cyniques du fait divers. Quand je dis faits divers, c'est pas pour minimiser le crime, attention, mais en tout cas des faits de société. Ce sont des gestionnaires de ces faits de société où que ce soit des crimes ou des actes. Vous voulez dire que Jean-Luc Mélenchon n'a aucune émotion après ce crime? Moi, la dernière fois où je l'ai vu verser une larme, c'était lors du sermon ou de l'oraison funèbre, plus précisément, qu'il avait fait lors de l'enterrement de Charb, mon ami. À ce moment-là, Jean-Luc Mélenchon avait un discours qui tenait la route. Et à partir de là, il a totalement vrillé. C'est-à-dire que depuis, il ne peut pas se réclamer de l'esprit Charlie Hebdo, ni de la ligne éditoriale de Charlie Hebdo. Il est devenu tout le contraire. Il est devenu d'ailleurs tout le contraire de ce que défendait Charb, qui était effectivement qui le connaissait très bien, et que je connaissais aussi très bien. Et pour connaître Charb très bien, je sais que ce que défend Mélenchon aujourd'hui est à l'opposé de ce que défendait Charb. À l'opposé. Alors, c'est très simple. Ce que fait Jean-Luc Mélenchon et ce que font LFI, je l'ai dit hier dans un tweet, les musulmans qui pensent qu'ils sont aimés ou appréciés par Jean-Luc Mélenchon sont aussi naïfs que les moutons de l'Aïd. Mais je dirais même qu'ils sont aussi naïfs que ceux qui croient dans la communauté juive qui peuvent être défendus par l'extrême droite. C'est pas l'extrême droite ou l'extrême gauche qui défend les Français, c'est la République et ce sont ses lois. Cette idée qu'ont certains partis politiques en se partageant le marché d'une certaine façon de la société, en se disant pour les uns nous défendons les juifs et pour les autres nous défendons les musulmans, c'est d'abord indigne, c'est une injure à chaque
citoyen français, parce qu'encore une fois, chaque citoyen français, dans l'exercice de sa citoyenneté, est d'abord et avant tout défendu par la France et ses institutions, et certainement pas par un quelconque parti politique. Dès qu'un parti politique commence, de mon point de vue, à instrumentaliser les faits de société, aussi graves soient-ils, c'est qu'il est dans une gestion cynique de l'émotion à des fins de récupération politique. Joseph Massescaron. Alors il y a la déclaration en effet que vous avez analysée de Jean-Luc Mélenchon, et puis il y a aussi la déclaration en parallèle de l'attaché parlementaire de Madame Soudet. Richie Thibault. Richie Thibault. Donc Richie Thibault a dit qu'il souhaitait en fait l'apparition face à cette menace islamophobe, à cette islamophobie d'État, comme dirait Monsieur Pigasse, il prône l'apparition de brigades, de la formation de brigades anti-islamophobes. Qu'est-ce que vous pensez de cela? D'abord, moi, le terme, et pour ceux qui... Comme toi, pardon, je te tutoie, Joseph, parce qu'on se connaît depuis quelques années. Moi aussi, tu me connais, mais tu me tutoies pas à l'antenne. Écoute, ça fait 30 ans qu'on se connaît. On se vous voit, si vous préférez, mais en tout état de cause. On se vous voit, pourquoi? Parce que sinon, ça exclut l'auditeur, vous voyez, parce que sinon, ça veut dire qu'on est un petit groupe, et puis on se parle entre nous, on va apporter des cacahuètes, et puis du whisky. D'accord. Je mets le tutoiement de côté. On sait très bien, en tout cas moi, ceux qui m'écoutent et me lisent savent très bien que je récuse totalement le terme islamophobie, qui est une invention des tenants de l'islam politique pour atrophier le débat public et empêcher toute critique, y compris légitime, contre l'islam, voire contre certains musulmans et a fortiori contre les agissements des islamistes. Et c'est pourtant le mot employé par le Premier ministre. Que les mots, moi je m'approprie jamais les mots de mes adversaires. Et ça, vous le savez, les uns et les autres. On s'approprie jamais les mots de ses adversaires politiques ou idéologiques. Pour moi, la France Insoumise est un parti qui n'est plus un parti républicain, et son instrumentalisation cynique et sa manipulation avérée des musulmans à des fins électoralistes et clientélistes doivent nous amener à faire au contraire de la pédagogie et dire d'abord aux musulmans qui tombent dans le piège, parce qu'il y en a beaucoup qui tombent dans le piège de bonne foi et qui pensent que c'est le parti qui serait le plus proche d'eux. En vérité, c'est le parti qui veut le plus les manipuler après les islamistes. Une dernière question, c'est à des fins électoralistes ou est-ce que c'est à des fins insurrectionnelles? Moi, je pense les deux. Il y a une volonté chez LFI de faire fragmenter la société pour créer le grand soir et pourquoi pas tirer les marrons du feu. Il y a cette volonté, on le voit bien, quand cet hurluberlu appelle à la création... C'est Jean-Luc Mélenchon. Non, je parle de l'autre, de l'assistant parlementaire d'Ercilia Soudé. Quand il appelle finalement à créer les conditions du désordre, des corps francs comme ça, la République de Weimar, sans qu'il soit repris par ses patrons, entre guillemets, au sein du parti, c'est qu'il y a quelque chose de malsain qui existe dans ce parti. Parce qu'encore une fois, je ne pense pas, et je n'ai pas vu, comme chacun des Français, un jour, la République être défaillante, même si elle n'a pas suffisamment, parfois, à juste titre, on peut avoir ce sentiment de ne pas avoir suffisamment protégé les Français, mais en tout cas, la République protège tous les Français. Elle ne catégorise pas. Les corps constitués ont pour mission de protéger tous les Français et toutes les personnes qui sont sur le territoire national. Et donc, cette idée de créer des groupements d'autodéfense est évidemment annoncée avec des arrière-pensées. Et l'arrière-pensée première, c'est la fragmentation de la société et création du trouble. La deuxième idée, évidemment, c'est le clientélisme politique. C'est essayer de tirer les marrons du feu d'un point de vue électoral et de faire en sorte à ce que ces mêmes musulmans, dont on va réclamer, auprès desquels on va se représenter comme leurs remparts ou leurs défenseurs, vote pour eux. Victor Hérault. Alors, je poursuis votre raisonnement parce que on a quand même l'impression à entendre les Français de communauté juive d'un côté, les Français de confession musulmane de l'autre, qu'ils ont l'impression, eux, que la République ne les protège pas. C'est pour ça qu'ils se jettent dans les bras des partis politiques qu'on a cités, la France insoumise d'un côté et le Rassemblement national de l'autre. Je dis, soit dit en passant, que la République peut revêtir le visage du Rassemblement national s'il venait à être élu, ou de la France insoumise si elle venait à remporter une présidentielle. Ils ne sont pas exclus du champ de la République en tant qu'institution. Mais cette affaire me donne surtout l'impression non seulement que les Français de confession juive et de confession musulmane ont l'impression de ne pas être défendus par les partis que vous souhaiteriez qu'ils défendent, mais surtout qu'on ne peut pas défendre et l'un
et l'autre en même temps. On a l'impression que les juifs disent vous pouvez pas nous défendre et défendre les musulmans et inversement. Comment est-ce que vous répondez à cela? Non, moi je ne pense pas un instant que les juifs disent vous ne pouvez pas. Ce qui est en fait malheureusement, ce qui sert certains discours populistes, c'est qu'il y a des gens qui parce que l'État a été parfois défaillant dans certains quartiers, ou parce qu'il est toujours parfois défaillant dans certains quartiers ghettoisés, ou parce qu'il y a eu des crimes dans ce pays. Il faut le rappeler, il y a eu des crimes antisémites, il y a là un crime raciste, il y en a eu d'autres des crimes racistes, que certains, de bonne foi, estiment qu'ils sont je dirais, en insécurité. Mais les Français, de façon générale, au-delà de leurs croyances, de leurs convictions, sentent qu'il y a un problème d'insécurité depuis plusieurs années. C'est un problème qui est réel aujourd'hui. C'est pas juste un sentiment. C'est pas juste un sentiment. Mais le sentiment, quand on parle de sentiment, c'est que même ceux qui ne sont pas confrontés à ce problème d'insécurité finissent par adopter cette attitude d'insécurité. C'est ce qu'on appelle le sentiment d'insécurité, c'est-à-dire eux-mêmes n'ont pas été confrontés à un problème d'insécurité, mais à force de voir des cas d'insécurité, des cas d'agression se répéter sous diverses formes, de la criminalité, des gardiens de prison qui sont attaqués, des personnes qui sont attaquées en raison de leur appartenance ethnique ou religieuse, des agressions des femmes, des homosexuels. Les statistiques sur le rapport évidemment. De l'antisémitisme dont nous parlait Alexis de la Fontaine dans le journal de 19h, quand vous voyez que 23% des islamistes trouvent normal de taguer ou de détruire les murs d'une synagogue, il y a quand même de quoi se poser des questions. On va parler de tout ça, et notamment du petit fascicule que Bruno Retailleau propose à l'Observatoire, Manifeste contre l'islamisme, ne rien céder, puis aussi l'enquête que vous avez menée dans le JDD sur les Algériens, les barbouzes algériens, très intéressant. À tout de suite sur Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Mohamed Sifawi qui publie Hezbollah aux éditions du Rocher. Je parlais d'un autre livre que vous pourrez trouver en librairie mercredi. C'est un petit livre, petit fascicule, j'allais dire, de 25 pages, écrit par Bruno Retailleau, Ne rien céder, manifeste contre l'islamisme aux éditions de l'Observatoire. Je signale aussi que ce mercredi à 8h10, il sera l'invité de Sonia Mabrouk pour la grande interview. Il parle de différents renoncements qui ont conduit à la situation dans laquelle nous sommes. Et le second renoncement, dit Bruno Retailleau, c'est l'exercice de la raison critique. Il parle de l'islamophobie. Ce terme, dit-il, ne vise plus seulement à dénoncer légitimement des actes d'hostilité à l'égard des populations musulmanes et qui doivent être punis. Il vise trop souvent à neutraliser tout questionnement sur l'islam et même tout avertissement sur l'islamisme politique. L'islamophobie sert ainsi de gaz incapacitant pour les islamistes et leurs alliés. Ils l'utilisent pour tétaniser les consciences, pour paralyser les volontés, et cela, les héritiers de Voltaire et de Hume ne peuvent l'accepter. Voilà ce que dit Bruno Retailleau dans ce fascicule, Mohamed Sifawi. Je signe des 10 doigts, comme on dit, parce que c'est l'idée que je défends depuis maintenant plusieurs années. D'abord, ne rien céder face à l'islam politique. Évidemment, si on avait eu au niveau politique l'attitude qu'il fallait avoir dès le départ, je puis vous assurer qu'on n'en serait pas là. Alors, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? D'abord, ce qui n'a pas fonctionné, c'est qu'on n'a pas respecté la thématique, me semble-t-il, d'un point de vue intellectuel. On n'a jamais fait l'effort de comprendre ce qu'était véritablement l'islam politique. On le voit encore aujourd'hui. Une sorte de fainéantise intellectuelle. Oui. D'abord, il y a une sorte de fainéantise intellectuelle, un dédain à l'égard de cette Arabie. Et je vais vous dire comment. Lorsque il y avait la guerre froide contre les soviétiques, on avait de vrais spécialistes à tous les niveaux institutionnels qui savaient comment fonctionnait un soviétique, comment fonctionnait un communiste, comment fonctionnait le KGB, comment fonctionnait Staline, comment fonctionnait Brezhnev, etc. Comment fonctionnaient les services secrets américains. Et là, si vous voulez, on les a trop pris pour des petits bédouins du désert qui représentaient tout au plus une petite toxicité. Et en réalité, on n'a pas compris
et c'est là l'effondrement de notre pensée stratégique, on n'a pas compris que l'islam politique représentait ou allait représenter à terme un danger stratégique et qu'il allait devenir dans l'intervalle, ça fait en France, et vous en êtes je pense témoins, en tout cas pour certains d'entre vous ici, certains auditeurs, ça fait au moins 25 ans que je tire la sonnette d'alarme. C'est pas depuis les attentats de 2015. Et sur quoi j'alertais véritablement, sur une avancée irrémédiable, sur une infiltration de différents lieux, différents recoins de la République pour fragiliser le cadre républicain, non pas pour prendre le pouvoir, comme diraient certains farfelus, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de prendre le pouvoir. Ce que veulent les islamistes, c'est fragiliser la société, faire s'effondrer la République. Et c'est de ce point de vue-là, d'ailleurs, que leur objectif rejoint celui d'une partie de l'extrême gauche, voire une grande partie de l'extrême gauche, et notamment de l'extrême gauche mélenchoniste aujourd'hui, parce que les deux veulent que s'effondre la République. Non pas l'État, la République. C'est-à-dire ce qu'ils ont en détestation, les islamistes, c'est ces valeurs universelles. C'est la laïcité, ce sont les droits de l'homme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est toutes les avancées philosophiques qui ont fait que la France d'aujourd'hui est la France d'aujourd'hui. Et que, effectivement, tout ceci s'est construit au fil des années. Et donc, ils ont envie de déconstruire tout ça. Tous ces acquis idéologiques, philosophiques. Retailleau dit exactement la même chose dans ce mais il a raison, je l'ai pas lu, vous l'aurez. Je l'ai pas lu, mais je sais ce qu'il pense. Depuis 30 ans. Mais en attendant, et c'est ce que vous disiez dans le JDD, dans l'article que je mentionnais juste avant la pause publicitaire, c'est que cette affaire de Amir DZ, l'influenceur qui a été capturé, vous donnez énormément de détails d'ailleurs sur la façon dont il a été capturé, il a failli se faire tuer, il a été abandonné au bout d'une route, il a été drogué pendant sa courte captivité. Il y a 27 heures. Il y a des filles, 27 heures versus combien d'années pour certains, voilà. Deux filles qui finalement, il arrive à leur parler et il leur met le doute, et ce qui fait que du coup ça accélère peut-être les choses. Et puis, il y a des services secrets derrière, il y a les services algériens, et ils sont retrouvés. Et d'ailleurs, il y a une suite qui va arriver, on imagine, parce qu'on ne sait pas exactement, mais vous dites, on a été aveugle, ou en tout cas, on a été feignant sur l'activité très concrète de ces services qui existent. Aujourd'hui, on le voit, et vous l'écrivez, vous le démontrez par A plus B. Alors, là, c'est quelque chose de beaucoup plus large, parce que le problème algérien est déjà un autre problème encore compliqué et complexe, différent de l'islam politique. Mais c'est un tout, vous avez raison. Ça rentre c'est un tout parce que on a pensé depuis des années qu'il fallait avoir ce qu'on appelle un peu bêtement aujourd'hui, pardon de le dire ainsi, et vraiment je m'en excuse parce que je veux pas être désagréable, ce qu'on continue d'appeler bêtement la politique arabe de la France. Il peut pas avoir une politique arabe parce que le monde arabe n'est pas une unité, n'est pas une unité. Et c'est pas un groupe homogène et monolithique. Par exemple, aujourd'hui, le monde arabe d'Arabie Saoudite, de Mohamed Ben Salman, aujourd'hui, n'est pas le monde arabe d'Abdelmajid Tebboune, l'Algérien. C'est vrai. Et le monde arabe du Liban, Juliano D'Ampoli le décrit très bien dans son dernier livre. Avec la complexité de la situation libanaise, n'est pas le monde arabe des Émirats Arabes Unis de Mohamed Ben Zayed. Et je peux continuer comme ça les exemples. Donc, il faut prendre véritablement ces histoires au cas par cas. On a un véritable problème algérien. Pourquoi est-ce que je parle de l'Algérie ? On a un véritable problème. Parce qu'aujourd'hui, le frérisme, l'entrisme, etc., c'est plus l'Algérie que Mohamed Ben Salman, on est d'accord. Alors, oui, et paradoxalement, cette Algérie qui a souffert durant une guerre civile de l'islam politique est devenue d'une certaine façon générateur de cette toxicité où se mêle un peu de bigoterie, un peu d'islamisme, etc. Pourquoi ? Parce que le régime algérien, qui est détenu effectivement en grande partie par les militaires, est ce qu'on sait moins, parce que là aussi le logiciel n'a pas été mis à jour en France, c'est que les militaires ne sont pas seuls à diriger l'Algérie. Ils partagent le pouvoir avec les frères musulmans. Et les frères musulmans ont la culture, l'éducation, les médias, et ils ont un certain nombre je dirais, ils ont négocié. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le régime d'Abdelmajid Tebboune a pour modèle le régime turc de Recep Tayyip Erdogan. Et d'ailleurs, dans la tentative d'enlèvement d'Amir DZ, il y a une volonté de mise au pas de toutes les oppositions, y compris celle d'un simple blogueur, parce que je sais pas lui faire injure, ça reste quand même un blogueur, un youtubeur, c'est pas un homme politique. Ça ne justifierait pas non plus qu'on tente d'enlever un homme politique. Mais ces pouvoirs autoritaires qui versent presque dans le totalitarisme ne veulent
pas entendre la moindre nuance, la moindre voix discordante. C'est pour ça qu'il était suivi par l'adjudant R qui reportait au lieutenant-colonel B et au commandant S. Voilà. Donc il y a trois, au moins trois agents des services secrets algériens qui sont mêlés à cette affaire. Mais en vérité, cette affaire n'a pas encore révélé tous ses secrets. Non, parce que ça va jusqu'à Bercy. Les preuves sont accablantes. Aujourd'hui, par exemple, parce que la justice française détient de très lourdes charges et des preuves, aujourd'hui, la Cour d'appel a refusé la libération provisoire introduite par les avocats, et notamment l'avocat de cet adjudant membre des services secrets algériens, qui est aujourd'hui en détention en France. Parce que, non seulement il ne présente pas les garanties de représentation, il peut fuir, parce que au moins deux ont fui à l'étranger, enfin chez eux, en Algérie, et il y a cet adjudant qui a été arrêté il y a quelques semaines et qui est en prison. Et donc la justice française ne mettrait pas en détention quelqu'un si le dossier était faible. Donc je puis vous assurer que les preuves sont accablantes pour le régime algérien au plus haut niveau. Victor Hérault. Alors il y a un aspect de la question qu'on n'aborde pas et ça me gêne un petit peu. Pour qu'une idée puisse infuser, faut qu'il y ait un bain. Ça infuse pas nulle part. Il faut qu'il y ait un bain culturel. Le fait que des idées islamiques extrêmes puissent infuser en France, c'est bien qu'il y a un bain culturel islamique qui le précède. Et est-ce que là, il n'y a pas cette fainéantise, comme vous le dites, qui est de ne pas avoir anticipé que importer en masse une culture musulmane en France allait favoriser l'émergence d'idées musulmanes extrêmes chez une frange de cette population? Et deuxième question qui la sous-tend, on parle depuis tout à l'heure de l'islam politique. On dit que le problème c'est l'islam politique. Mais avec une telle masse musulmane, peut-il y avoir un islam qui n'est pas politique? Je pense que si tout l'islam était que politique et que tous les musulmans étaient des islamistes en puissance, on ne serait pas là en train de parler. Ça, je peux vous assurer. C'est pas ce que je dis. Non, mais l'une des erreurs qui est faite d'ailleurs par une partie des observateurs, c'est de considérer aujourd'hui que chaque musulman est potentiellement un islamiste. Ce distinguo, c'est pas pour faire dans la bien-pensance contre laquelle je lutte. L'islam en mouvement, l'islamisme serait l'islam en mouvement. Tout ça, pardon, c'est des logiques qui ne veulent absolument rien dire. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Les plus grandes chaires d'islamologie au monde l'ont démontré. C'est qu'il y a une idéologie islamiste, elle existe. C'est pas pour faire joli ou pour préserver l'islam. Moi, je m'en fous. Je critique l'islam comme religion et j'ai toujours gardé mon examen critique par rapport à cette religion. Mais il y a une réalité, c'est qu'il y a une idéologie politique qui s'inspire, qui instrumentalise et qui s'approprie les textes de cette religion, mais qui n'est pas cette religion. Pourquoi on le sait? On le sait parce que, à travers les confrontations qu'il y a à l'intérieur même du monde musulman. À l'intérieur du monde musulman, c'est pas des musulmans contre des musulmans. A priori, oui. Mais en vérité, ce sont des islamistes contre des musulmans. Pourquoi des islamistes tuent ou condamne à mort des musulmans? Je ne parle même pas de ceux qui sont athées ou je parle de ceux qui sont pratiquants et ceux qui vont à la mosquée, etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une vision totalitaire qui est portée par l'islam politique, qui n'accepte pas la vision spirituelle et religieuse. Les gagnants à la fin sont les islamistes et on a importé ce conflit dans notre pays. Non, mais ça c'est un autre sujet. Mais quand vous dites qu'il y a un bain culturel islamique, moi je ne suis pas d'accord. Il y a une communauté musulmane. Dans son sein, il y a ce cancer islamiste, qui est une vérité, et qui a pris le pouvoir. C'est une minorité agissante extrêmement puissante, qui a pris le pouvoir parce qu'elle tue, parce qu'elle menace. Et les musulmans, les musulmans, puisque vous parlez de tout le monde, les musulmans ne se rebellent pas contre les islamistes. Oui, mais parfois je les comprends quand je vois ma vie. Quand je vois ma vie, je les comprends. Il y en a beaucoup qui me disent ça et qui sont des cadres, des médecins, etc. Il y a un ami, une fois, vous dites votre vie parce que vous êtes sous protection policière. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Vous recevez des menaces de mort tous les jours? Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a le lâchage de la société, le dédain de la société, il y a le désintérêt de ce que vous devez subir. Ce que vous subissez, vous, c'est une chose. Mais ce que peuvent subir vos proches, ce que peuvent subir vos familles, etc. Mais comment on règle le problème dans ce cas-là, Mohamed? Le problème, pendant des années, et je ne suis pas partisan d'un quelconque discours victimaire, pendant des années, on a considéré, par exemple, que lorsqu'un journaliste ou une personne de culture ou de confession musulmane ou de cette origine était menacé, c'était sans problème. Ou même qu'un journaliste d'une autre origine était menacé, c'était sans problème. C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à comprendre que lorsque, par exemple, un journaliste, quel qu'il soit, est menacé en raison de ses écrits sur l'islam politique ou sur l'islam ou en raison de ses positions, ce n'est pas son problème. C'est le problème de la société parce que ça raconte quelque chose de la société. Et donc, tant que ça, on l'a pas compris, on finit finalement par vivre une situation qui a été
qui a été connu dans les années 30 quand on est venu chercher les tziganes, j'ai rien dit, quand on est venu chercher les juifs, j'ai rien dit, quand on est venu me chercher, je ne pouvais plus rien dire. Un journaliste ou un écrivain, pour ne pas citer. On va remarquer une pause, Mohamed Sifaoui. On va vous garder jusqu'à 20h parce que il y a encore beaucoup de choses à dire et notre ami Massès Caron trépigne parce qu'il peut pas poser de questions. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours en compagnie du journaliste, essayiste, politologue Mohamed Sifaoui avec Victor Hérault et Joseph Massès Caron qui vous pose la prochaine question. Je suis gêné avec l'idée que ce à quoi nous avons affaire n'est pas une religion, mais c'est un islamisme politique. Je suis gêné parce qu'en fait, cette confrontation entre l'islam et cette partie dévoyée de l'islam, on est bien d'accord, elle a commencé au moment des Omeyyades, avec la grande question notamment, est-ce que le Coran est créé ou incréé? Donc je suis gêné par ça. Pourquoi je suis gêné? Parce que je crains que lorsqu'on parle d'islamisme politique, en fait, on ne trouve pas les bons remèdes. C'est-à-dire qu'on répond en grande partie en termes politiques à ce défi phénoménal. Et c'est sans doute peut-être pour ça que l'on n'a jamais, en France, pris le temps, la peine de se poser et d'essayer de créer un islam de France, qui, à mon sens, était peut-être, et j'aimerais avoir votre avis sur le fond, parce que c'est le fond d'il s'agit, Mohamed Sifaoui, est-ce qu'il fallait ou non créer un islam de France, ou est-ce qu'il est trop tard pour le faire? D'abord, je pense qu'il n'appartient pas à une république laïque de créer une religion de France. Ça, c'est pour le principe. Et un problème méthodologique s'est posé, effectivement, à travers ce type de débat. La France, ou la République française, doit dire ce qu'elle accepte sur son territoire et ce qu'elle n'accepte pas. Et en vérité, c'est là où il y a eu un problème. C'est que la République française n'a pas su rappeler à la fois ses valeurs, son projet de société et ses lois, avec la rigueur que la circonstance appelait, c'est-à-dire des personnes venant d'ailleurs, ayant un mode culturel différent de celui du français laïque, républicain, élevé par l'école de la République, etc. Donc il fallait, me semble-t-il, rappeler un certain nombre de choses. Et tout ça n'a pas été fait. Vous savez, mes premières enquêtes, par exemple, en France, ont posé sur des constats que d'aucuns pouvaient faire. L'appropriation de l'espace public pour réaliser des prières de rue, par exemple. Où des maires acceptaient, et les forces de police étaient là pour regarder, alors que des véhicules ne pouvaient plus passer, des riverains ne pouvaient plus rentrer chez eux. Et ça se passait à Paris, par exemple à Belleville. Et je me souviens que bien souvent, vous l'avez souligné au départ, alors que personne ne le voyait, les mosquées étaient vides, et il y avait des prières de rue devant, mais parce que absolument pour volontairement, effectivement, vous avez été le premier à le souligner. Il y avait des gens qui sortaient, s'appropriaient l'espace public pour avoir à travers cette visibilité, accroître ce sentiment de puissance. Parce que quand vous êtes visible, vous existez et vous laissez penser qu'en vérité, il représente une majorité. Quand j'ai commencé à réaliser mes enquêtes en France, et c'est là où la progression de l'islam politique, il y avait X musulmans en France. Il y avait 1, 2 millions, 3 millions, ça n'a pas doublé. Ce chiffre n'a pas doublé. Il a augmenté, mais il n'a pas doublé, il n'a pas triplé. Sauf que le nombre de pratiquants et pratiquant un islam politique a lui augmenté de façon exponentielle, et je puis vous assurer qu'il peut être multiplié par 8. C'est-à-dire que c'est là où je fais, moi, le distinguo qui, encore une fois, je le fais pas pour être dans un pensum ou dans une sorte de politiquement correct, dans quelque chose de visant à anesthésier le débat. Non. Je le dis parce que on doit examiner cette affaire de l'islam et de l'islamisme avec justesse et avec précision. En gros, il faut de la microchirurgie parce que le sujet est complexe. Et ce qu'on fait pas depuis plusieurs années dans le débat public, c'est que là où il faut un examen avec la microchirurgie, on a invité des bouchers pour examiner le sujet. Et ça racontait un peu tout et n'importe quoi, pardon. Tout et n'importe quoi. Ce qui fait que, soi-disant, en parlant vrai, on a déclenché un populisme qui parlait faux, tout en faisant croire aux gens qu'on disait vrai, mais en fait on parlait faux. On parlait faux dans le constat, donc on n'arrivait pas à mobiliser de vraies solutions. Les vraies solutions, c'est encore une fois, je vous le rappelle, c'est faire en sorte à ce que la République soit chez elle partout et que la loi soit appliquée. Le droit de chaque peuple à réguler son immigration.
propose Monsieur Retailleau dans son petit fascicule que j'ai cela toujours en relève main. de la souveraineté nationale. Oui. Cela relève de la souveraineté nationale. Moi, je suis issu de l'immigration, ça vous a pas échappé, mais je ne serais jamais choqué de voir la France décider souverainement de réguler son immigration. Et pourquoi le serais-je ? Nos démocraties. Pourquoi le serais-je ? Les États-Unis le font, l'Australie le font, le Canada le fait, l'Algérie le fait. Tous les pays arabes le font, les Émirats arabes unis le fait, l'Arabie saoudite le fait, et plus que tous les pays occidentaux. Il dénonce le renoncement à ce que nous sommes. Il dit nos démocraties sont le produit d'une longue sédimentation historique. Il a fallu la philosophie grecque, la vertu des Romains, le génie du christianisme, puis l'éclat des lumières européennes pour que nos principes libéraux viennent à la vie. Il faut l'obéissance des lois. Que donnons-nous aujourd'hui à aimer aux peuples occidentaux ? Le relativisme et le consumérisme ont vidé leur cœur. Les islamistes écrivent chez nous, à notre place, une histoire qui n'est pas la nôtre. Ce sont des mots forts de Bruno Retailleau. Mais il a raison, encore une fois, et je vais abonder un peu dans votre sens, à l'un et à l'autre. Je ne sais pas, ceux qui pensent... Dire que l'islam politique a complètement ou presque phagocyté la pensée islamiste est juste. Dire que l'islam n'est qu'islamisme est faux. Dire que l'islamisme, parce que virevoltant, parce que actif, parce que possédant ou surfant sur une dynamique, est celui qui séduit notamment la jeunesse, est totalement vrai. Dire que l'islam apaisé, l'islam des grands-pères n'intéresse pas cette jeunesse, parce que complètement chiant. Aller prier, par contre appeler au djihad, faire des manifestations et tout, c'est ce que propose l'islam politique, et ça c'est quelque chose qui est vu comme étant un projet intéressant. Pardon. Merci Mohamed Sifaoui. Hezbollah de Beyrouth à Paris, la milice prépare son retour, c'est aux éditions du Rocher, 19h55.